5e journée de la semaine du climat. Aujourd'hui, un thème très particulier qui n'est pas local si on veut, quoique nous sommes tous impactés par ce thème. La semaine du climat s'est intéressée aux causes profondes du dérèglement climatique. Comment en est-on arrivé là? C'est la faute à qui? On a vu les vaches qui rotent créent beaucoup de méthane. Est-ce que c'est les vaches? Est-ce que c'est l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui sont la cause du dérèglement climatique? Si l'on veut. Mais pourquoi y a-t-il tant de gaz à émission de gaz à effet de serre? Qui sont les plus gros pollueurs de la planète qui ont entraîné ce cataclysme qui nous attend? C'est ça la vraie question. Donc ce soir, donc, on reçoit Edouard Morena, qui qui est chercheur en sciences politiques à l'University of London Institute in Paris. Paris. Auteur du livre Fin du monde et petits fours que vous trouverez à la bibliothèque et que Edouard se fera un plaisir de vous dédicacer si vous le souhaitez à la fin. Donc paru à la Découverte en 2023. Donc c'est un livre tout frais. Voilà. Attends, non, tu auras la parole tout à l'heure. Je suis impatient. Il est impatient de parler. Voilà. Et puis son micro n'est pas ouvert, alors c'est... Voilà, donc, merci beaucoup Edouard d'être venu pour la semaine du climat. C'est un grand plaisir pour nous. Et, voilà. Et donc, pour en parler aussi, Raphaël Allais, que vous connaissez pour certains, qui est venu l'année dernière lors d'une journée Peut-on encore informer, ici même d'ailleurs. Et Raphaël est donc le lanceur d'alerte des LuxLeaks, donc un scandale financier colossal il y a plus d'une dizaine d'années, hein, au Luxembourg. Voilà. Et donc Raphaël a gagné son procès au début de l'année, là. Un procès qui a duré quand même 10 ans. 10 ans de combat. 11 ans de combat sans cesse. Et voilà, c'est une récompense. Ça veut dire que quand même, quand on s'acharne, on y arrive même face à des gros. Ben pour nous, pour cette semaine du climat... voilà. C'est un très grand encouragement pour nous qui préparons la semaine du climat, parce qu'on a aussi un monstre énorme à combattre, hein, qui est justement le dérèglement et les causes du dérèglement. Voilà. Alors, je vais inviter sur la scène la famille de Raphaël, Sophie, Arthur et Tom. Voilà, ils sont là. Je ne savais pas où ils étaient. Ils sont venus. Hey, vous allez venir devant? Vous allez mettre devant? Voilà. Donc ils sont venus spécialement de Metz pour ce week-end. Ils ont pris le train à 11h et vous repartez dimanche à 14h de Metz. Voilà, tous les quatre. Ils ont même raté une journée d'école. C'est un peu exagéré peut-être, mais bon. Voilà. Eh bien, Tom a un petit mot. Il a préparé un petit texte pour nous dire. C'est super. Merci beaucoup, Tom. Tu peux le lire, je vais tenir le micro, d'accord? Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Au nom de toute la famille Allais, nous vous remercions d'être venus et surtout de nous avoir soutenus pendant ce combat. Rude et pleine d'injustice, il a au final porté ses fruits suite au verdict de la CEDH. Suite à ce combat, une jurisprudence est née et a fait un arrêt Allais contre Luxembourg unique. Merci du fond du cœur de nous avoir soutenus. Bonne soirée à tous. Je tiens à remercier
tout le monde. Merci pour votre présence, vos soutiens nombreux. Parce que sans vous, on n'y serait pas arrivé. On a eu 10 ans de combats très, très difficiles. Et grâce à vous, on a pu tenir le coup. Il y a un an, on était présents ici. On a fait une très belle soirée. On a tous gardé des très bons souvenirs. On ne connaissait pas Granville. On ne connaissait pas ses habitants. Et on ne connaissait pas le verdict de la CEDH qui est tombé le 14 février 2023. Et grâce à vous, certainement, ça a donné du positif. On a gagné, donc encore merci. Merci, bonne soirée. Merci Pascal. Non, j'improvise. L'aventure n'est pas finie. Il y aura des nouvelles choses qui vont bientôt arriver, ou dans 2-3 ans. Et donc c'est pour ça qu'on va vous faire passer une feuille. Vous pourrez mettre votre nom, prénom, email. Et comme ça, vous pourrez suivre l'aventure qui va continuer et qui ne va pas s'arrêter. Merci. C'est surprise, hein. On peut pas dire. Voilà. Merci Arthur, un grand merci Tom, merci Sophie. Voilà, c'est important. Hein. On va passer dans le vif du sujet. Ce matin, en fait, va paraître demain matin un article de Ouest France qui relate une enquête qui a été faite par une étude de Citepa et l'Association pour la transition bas carbone, et qui dit que les revenus sont le déterminant principal de nos empreintes carbone, avec un effet particulièrement fort sur les plus hautes tranches. En clair, ça veut dire, voilà, plus on est riche, plus on pollue. Il y a eu, par exemple, ils ont regardé au niveau de la géographie, qu'on soit dans l'Est ou dans le Sud ou l'Ouest, ça ne change pas beaucoup l'empreinte carbone. Ce qui change, c'est les niveaux de revenus. Voilà. Oui, donc Raphaël, on va commencer par Raphaël Allais. Voilà. Donc il y a longtemps que tu as la conscience écologique. Oui, ça fait longtemps. Et depuis l'affaire des LuxLeaks, tu t'intéresses particulièrement à tout ce qui est évasion fiscale. Oui, parce que les LuxLeaks, c'était d'abord un scandale d'évasion fiscale fait par le Luxembourg, que j'ai contribué à révéler. Et à la suite des révélations, je me suis intéressé de plus en plus à ce sujet-là, et avec d'autres ONG aussi, et on s'est aperçu qu'en fait, les ultra-riches, au sens large, c'est-à-dire aussi bien les entreprises et multinationales que les particuliers, dont on va parler tout à l'heure, sont parmi les plus gros pollueurs. D'une part, parce qu'ils ont plus de moyens, donc ils peuvent avoir des moyens de polluer aussi, si je puis dire, différents des nôtres. Là où ils prennent le bus, eux ne prennent pas le bus. Ils vont prendre plutôt le jet privé, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Du coup, les conséquences ne sont pas les mêmes. Et puis, en fait, tout simplement, il y a un lien. Je pense que Edouard Morena connaît encore mieux le sujet que moi. Il y a un lien entre entreprise et pollution, entre ceux qui participent le plus à la vie économique, qui polluent le plus aussi. Je pense qu'on va prendre 3 exemples au cours de la soirée pour illustrer un peu ça. Le sujet est vaste. Et moi, ce qui m'a fait un peu rire jaune, si on peut dire, ces dernières années, c'est quand j'entends que, il y a, comme disait le PDG de Total, Patrick Pouyanné, il y a le débat scientifique ou la réalité scientifique, et puis il y a la réalité. Mais les deux sont liés. Quand vous avez une très grosse entreprise, vous avez forcément un impact sur le climat, d'une manière ou d'une autre. Et on s'aperçoit avec le temps, avec le recul, que c'est lié, malheureusement. Les plus grosses entreprises où les ultra-riches font de l'optimisation, de l'évasion fiscale, et ils font d'énormes dégâts sur le climat, sur l'écologie. On va en parler un petit peu tout à l'heure, il y aura quelques exemples. Voilà. Donc, pour avoir une idée un petit peu de l'ampleur de l'évasion fiscale, est-ce que tu peux nous dire quoi il s'agit? Alors, il y a un rapport du Sénat des frères Bocquet, qui sont communistes, qui ont étudié ça au début des années 2005-2006, juste avant justement les LuxLeaks. Ils estiment que pour la France, l'évasion fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Pour donner une idée, le budget de l'éducation nationale, dont on parle beaucoup en ce moment avec le harcèlement scolaire, etc., c'est 67 milliards par an. Donc si on veut, on peut doubler les moyens pour l'éducation nationale.
une autre comparaison, le remboursement de la dette française, ça nous coûte 70 milliards par an juste pour rembourser les intérêts de la dette. 70 milliards par rapport à 80. Quand quelqu'un nous dit que ça coûte un pognon de dingue, le pognon, si on veut, on peut aller le chercher. Il faut beaucoup d'argent pour financer justement la transition climatique. L'argent est là. Le problème n'est pas est-ce qu'il y a de l'argent ou pas. L'argent est là. Certains ne payent pas leurs impôts de manière équitable en France, par exemple. Donc il faut juste avoir la volonté d'aller le chercher. Et malheureusement, ça passe par une volonté politique. Il y a une estimation d'un site qui s'appelle connaissancesdesénergies.org qui dit qu'il faudrait accroître nos investissements annuels d'environ 50 à 60 milliards d'euros par an. Donc on les a. L'évasion fiscale étant en France à 80 milliards, dans le monde certains l'estiment autour de 400 à 450 milliards de dollars, à peu près équivalent en euros. Donc l'argent existe. Il faut juste arriver à faire payer ceux qui doivent payer. Oui, c'est ça. Là, il y a l'intégrité de Raphaël qui est toujours présente. Et en plus, tu connais bien ça de l'intérieur, puisque tu as, avec l'affaire des LuxLeaks, révélé plein de choses de ce genre. On va passer à la diapo suivante. Et là, on voit donc en bas le Titanic et en haut un bateau qui s'appelle le Symphony of the Seas. Voilà. Ça, c'est un peu la caricature de l'impact du gigantisme sur le climat. C'est que vous avez effectivement le Symphonie des mers, le gros bateau qui est tout en haut, 9000 passagers et membres d'équipage. C'est le plus gros paquebot de croisière qui existe au monde. En dessous, vous avez le Titanic, qui est archi connu, qui était à l'époque, en 1912, le plus gros bateau de l'époque. Et puis là, vous avez tout en bas le bus scolaire qui emmène nos enfants à l'école, par exemple. Donc entre l'impact, on voit tout de suite l'impact, tout est à l'échelle, tout est en proportion. On voit tout de suite l'impact que peut avoir un paquebot par rapport à un avion ou un bus. Il faut savoir que les paquebots de croisière, les 218 plus gros bateaux qui circulent en Europe, donc de ce niveau-là, sont parmi les plus pollueurs. Et en termes de chiffres, ils polluent autant qu'1 milliard de voitures chaque année. 218 paquebots en Europe uniquement, donc 218 paquebots comme celui-ci ou même un peu plus petit, dans lesquels on va faire nos croisières dans l'eau, dans la Méditerranée, un petit peu aux îles Canaries, etc. Ça pollue autant en un an qu'1 milliard de voitures. Donc passer à la voiture électrique, c'est bien, avec tous les avantages et inconvénients qu'elle peut avoir, sauf que si on veut compenser avec les voitures électriques l'équivalent de ces 218 bateaux, il faut qu'on ait une équipe 1 milliard. Ça vous donne un peu une idée de l'ampleur du problème et surtout la pollution de ces bateaux. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais les deux ports, par exemple, les plus pollués en France, c'est Marseille et Le Havre. Et on y reviendra tout à l'heure. Ils sont détenus par une société qui a des liens avec des politiques français, son gouvernement. Du coup, tout ça, c'est un peu un milieu écolo, climato, fiscal. Et on ne peut pas parler, je pense, d'écologie ou de lutte contre les règlements si on ne parle pas de fiscalité ou de finances. Pour moi, tout est lié. Et dans les faits, si on regarde les plus gros pollueurs comme ceux-là, en fait, c'est lié, quoi. Il y a un lien très étroit. Donc, ils appartiennent à qui, ces bateaux de croisière, justement? Il y a des sociétés, tu peux parler des sociétés? Alors, vous avez une société comme celui-là, le Symphonie des mers, c'est détenu par MSC. C'est l'un des plus gros croisiéristes, on va dire, du monde, qui ont deux filiales, qui ont la partie croisière tourisme, comme on le disait, et une partie transport maritime. C'est le deuxième transporteur maritime au monde. Ils ont une façon de faire qui est pour limiter la pollution, parce qu'on va parler plus, autant finance que pollution, c'est des scrubbers, c'est-à-dire qu'ils ont inventé une technique où tout ce qui était rejeté dans l'air, avec les fameuses grosses cheminées qui fument qu'on voit, tout ça c'est recyclé avec de l'eau de mer, avec des grosses machines, des grosses turbines, et c'est rejeté dans la mer. Donc au lieu de polluer l'air, il pollue la mer. Donc, ça a un impact, évidemment, comme on le voit souvent à la télé, sur le corail, sur l'écosystème, sur les poissons, etc. Et donc, on déplace la pollution. Et comme le disent certaines ONG, en fait,
C'est comme si quelqu'un qui était un addict, au lieu de fumer, il se mettrait à boire de l'alcool. On fait que déplacer le problème, en fait. Il y a une des solutions qu'ils ont aussi mises en place, c'est de passer au GNL. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. Ça, c'est un peu de la communication, parce que dedans, il y a le mot naturel, ça fait bien. Sauf que l'autre nom du GNL, c'est le gaz de schiste. Un gaz de schiste est interdit en France par fracturation hydraulique, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller casser de la roche pour aller chercher, mais on a le droit ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, au Canada. Alors, on y reviendra, mais par exemple, le plus gros producteur de gaz de schiste aux États-Unis, c'est Total Energy. C'est une boîte française. Qui l'extrait là-bas, qui l'importe en France via des pipelines, sous-marins, ce qui permet de dire que le gaz de schiste n'est pas produit en France et qu'en France, on ne consomme pas du gaz de schiste, mais du GNL, du gaz naturel liquéfié. Donc ça, c'est les bateaux essayent de passer à ça, sauf que le problème du GNL dans ces paquebots, c'est que ça ne produit peut-être moins de CO2, mais ça produit beaucoup plus de méthane. Et le méthane est 20 fois plus puissant par rapport à l'effet de serre, c'est-à-dire 20 fois plus polluant par rapport pour le gaz à effet de serre que le CO2. Donc en fait, tout ça, c'est des tentatives pour essayer de masquer un peu leur pollution. Et la question, c'est en fait, est-ce qu'il y a des technologies qui permettent de limiter ça? Il y en a quelques-unes, c'est un peu expérimental, mettre des voiles sur des paquebots pour limiter un peu la consommation, de mettre des batteries, des piles à hydrogène, mais tout ça, c'est encore un peu expérimental. Quand on voit la taille d'un paquebot, la voile, on n'imagine pas beaucoup l'efficacité de la voile. La batterie, pareil, un peu. Et puis il y a aussi la partie finance, comme on dit tout à l'heure, c'est que comme ils sont très gros, pour faire passer la construction de nouveaux ports ou de nouveaux terminaux au Havre, à Marseille, ils ont des appuis politiques. Là, par exemple, en 2021, Bercy a lancé un contrôle fiscal sur MSC, parce que MSC, comme je le disais, a deux branches, une croisière, une transport maritime. Les deux sont en Suisse. Le problème, c'est que vous avez le secrétaire général de l'Élysée, Colère, qui était avant au ministère des Finances à Bercy, qui a eu à gérer le port du Havre et de Marseille. Il était au conseil d'administration. Il a fait 8-9 ans à Bercy, et après, il est passé directeur financier de MSC. Et le souci, c'est que c'est un membre de la famille du MSC, du fondateur. Donc, il y a une enquête pour savoir s'il n'y a pas eu collusion. Si quand il était au conseil d'administration du port du Havre et de Marseille, il n'a pas favorisé MSC. D'autant plus qu'il s'est occupé en tant que, directeur de cabinet à Bercy, il s'est occupé de la restructuration des chantiers navals de Saint-Nazaire. Et les MSC se fournissent principalement en bateau chez les chantiers navals de Saint-Nazaire. CQFD. Voilà. On va un petit peu parler d'une ONG qui note les multinationales de A à F. Oui, c'est une ONG qui a essayé de voir un peu l'impact que peuvent avoir ces multinationales sur le climat, alors mettant comme à l'école une note. De A à F, A est la meilleure note, F est la plus mauvaise. Aucune multinationale n'a eu A. Un exemple de société qu'on connaît. Total, Google, par exemple, les mieux notés, c'est Google, c'est Siemens, c'est Unilever, Cisco Systems, parce qu'eux sont de l'informatique. Et ce sont des sociétés qui arrivent quand même à faire pas mal de choses pour réduire l'empreinte carbone avec leur data center en les refroidissant d'une manière plus ou moins écologique. Par contre, celles que les plus mauvaises notes, c'est celles qui sont dans l'énergie. Total, c'est le plus mauvais classé. Des sociétés moins connues comme Dark Energy ou Koch Industries, qui sont dans les LuxX, ce sont des sociétés qui vont exploiter des mines ou du gaz de schiste par fracturation, etc. Forcément, derrière, elles ont un impact négatif. Et puis, il y a surtout un souci, c'est qu'ils ont étudié les 100 plus grosses entreprises au monde et ils sont aperçus que à peu près la moitié d'entre elles avaient un discours on va dire, de greenwashing, écologique, mais faisait partie de lobbies patronaux qui luttaient contre l'écologie, contre les associations écologiques. Donc vous avez le discours officiel,
Et puis vous avez le soutien financier derrière au lobby, aux ONG à Bruxelles, le Parlement européen, etc. Très bien. Bon, voilà. Alors, on a un exemple de bateau de croisière qu'on va voir là, qui s'appelle le Symphonie, d'ailleurs avec un Y, je me suis trompé, de Bernard Arnault, et donc qui émet à lui tout seul 16 000 tonnes de CO2 par an. Voilà. Donc, et ça va nous permettre de parler du sujet suivant, qui est justement, on va parler de Bernard Arnault. Alors, si on peut avoir la diapo suivante, voilà. Nestor allait me chercher le jet. C'est pas le G, c'est bien le jet. Je dois aller au fond du jardin. Et donc la suite, la diapo suivante. L'ironie de l'histoire, c'est que le bateau de Bernard Arnault s'appelle donc le Symphonie, et alors que le plus gros paquebot, on l'a vu juste avant, qui pollue, s'appelle le Symphonie des mers. Ils ont une obsession pour la symphonie à leur niveau, alors qu'il n'y a rien de symphonique en fait. Voilà, donc on voit la fortune de Bernard Arnault qui a augmenté de 50 milliards ou 40 milliards en un an. Voilà, on va voir la diapo suivante qui va nous donner juste un petit repère. C'est pour atteindre les objectifs de la stratégie bas carbone, l'ADEME et l'OFCE ont estimé l'investissement nécessaire entre 63 et 82 milliards par an. Donc je pense que c'est juste la juxtaposition de ces chiffres qui peut nous laisser réfléchir. Chacun peut tirer ses conclusions librement. Voilà. Alors donc, parlez-nous de Bernard Arnault, voilà, ses connivences avec le pouvoir et tout ça. Alors Bernard Arnault, le souci, c'est que il est dans tous les mauvais coups en fait. C'est le Français le plus riche du monde. Le lien avec le pouvoir, moi, je ne vous fais pas un tableau. Il était à Versailles la semaine dernière quand il y avait le fameux dîner avec le roi Charles, donc invité. Il a donc un bateau assez gros. Il a aussi un jet privé. Et par exemple, son jet privé, j'ai trouvé l'information récemment, il y a un an à peu près, en mai 2022, son avion a émis 176 tonnes de CO2 en 18 vols. Il a même fait un trajet Londres en 10 minutes, juste pour déplacer l'avion. Pour vous donner une idée, 176 tonnes, un Français comme moi, moyen, il me faudrait 17 ans pour polluer autant. Lui, il pollue en un mois juste avec son jet privé. On parle de Bernard Arnault, il y a aussi Vincent Bolloré, François Pinault, Martin Bouygues, tous les gros patrons. Si on prend juste ceux-là, Bolloré, Pinault, Bouygues et Decaux, ceux qui ont les affiches, j'en ai vu en arrivant à la salle, toutes les sucettes comme on dit. Ces quatre patrons-là, en juillet, ils ont volé leurs avions 123 heures. 123 heures de jet privé, ça fait 52 ans de pollution pour un Français comme toi, comme moi. Donc, comme on dit vulgairement, il y a un souci, c'est que tous ces ultra-riches, avec leur joujou, polluent énormément et que si on ne va pas les chercher fiscalement comme je l'ai fait, mais aussi sur le terrain de l'écologie, au niveau écologique, on ne va pas pouvoir faire beaucoup de choses, je pense. Peut-être qu'Edouard me contredira, mais on ne va pas pouvoir faire beaucoup de choses parce que eux, avec leur petite vie, entre guillemets, polluent beaucoup plus qu'un certain nombre d'entre nous. Et on nous dit souvent il faut faire des petits gestes au quotidien, il faut couper l'eau quand vous brossez les dents, il faut faire pipi sous la douche, ça économise l'eau, etc. Bah, même si on s'y met à 100 000 ou à 1 million, j'ai peur que ça ne suffise pas. Puisque lui, en un mois, il pollue autant que moi en 17 ans. On va avoir la diapo suivante. Voilà. Donc un article d'aujourd'hui du Monde, ouais, les nouvelles sont fraîches. Voilà, un soupçon de blanchiment de capitaux. Donc c'est une enquête de Tracfin, donc la cellule d'investigation sur la finance. Je vous laisse lire. Ça vaut le coup d'une minute de silence, je crois. Oui, c'est d'aujourd'hui, voilà. 30 septembre. Oh bah moi, j'ai même de l'avance. Oui. Je l'ai fait tout à l'heure et j'ai dû taper trop vite. Merci pour la correction d'erreur. Voilà. Voilà. Bah donc, et à la fois, une nouvelle récente aussi, Bernard Arnault était un invité d'honneur donc, dans notre fabuleux château de Versailles. Voilà. On juxtapose un peu ces informations-là. C'est vrai que ça nous pose question. C'est quelqu'un qui a quand même qui investit officiellement pas mal pour la France, qui fait des dons.
il a une fondation, Louis Vuitton. Et la fondation, par exemple, c'est une astuce pour faire de l'évasion fiscale. L'année dernière, ça lui a permis d'économiser 520 millions d'euros. Comment alors? Avec une fondation, tu fais ta société LVMH fait des dons à la fondation. Du coup, tu peux les déduire. C'est une charge, donc ça te permet d'économiser tes impôts. Dans LuxLeaks, par exemple, on s'est aperçu que rien que sa société LVMH avait 24 filiales au Luxembourg. Elle a des filiales à Chypre, à Malte, à l'île de Man. À Chypre, par exemple, il a 11 filiales qui détient des jets privés, au même titre que MSC, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, les croisières. MSC a 20 filiales à Chypre pour détenir des bateaux, alors qu'il n'y a aucun bateau qui s'arrête dans les ports de Chypre. Donc tout ça, ce sont des montages, ce sont des astuces, en fait, soit pour ne pas payer d'impôts, soit pour échapper un peu à sa responsabilité. Et plus vous avez de revenus, plus vous avez de moyens, plus vous pouvez payer des cabinets d'audit pour ne pas payer d'impôts. Il y a le cas avec Bill Gates, par exemple, qui est toujours 5e fortune mondiale et qui donne toute sa fortune, soi-disant, à une fondation, Bill et Melinda Gates. Et plus il donne de l'argent à la fondation, plus lui gagne de l'argent. C'est pas facile à comprendre, mais ça a été bien montré. Voilà. On va passer à la diapo suivante. Et donc, qui va nous amener sur un autre sujet qui est Total. Donc, c'est un reportage qui a été repiqué de France 2, d'un journal. Au milieu des vastes plaines ougandaises, voici le site principal choisi par Total pour son dernier chantier. Un méga projet à 9 milliards d'euros pour exploiter le pétrole contenu sous ces terres rouges. D'immenses travaux, très critiqués dans le monde entier, qui vont traverser les savanes où vivent éléphants et girafes, mais aussi des milliers d'habitants qui seront expropriés. Face aux critiques, le groupe français a décidé de jouer la transparence et nous fait visiter le chantier. On est toujours en phase de préparation de site et de terrassement. Il va y avoir du béton, oui. On n'y échappera pas, au moins sur l'usine de traitement. Ici, 3000 mètres carrés ont été rasés au bulldozer, alors que des milliers d'habitants exploitaient ces terres. Mais le responsable du chantier assume toute l'opération. On essaie au maximum de minimiser l'impact sur le terrain, mais aussi l'impact vis-à-vis des communautés, de l'environnement, tout ça. De toute façon, entre nous, entre vous et moi, si c'est pas la France, si c'est pas l'Europe qui le fait, bon, la France et l'Europe, ça sera les Chinois. Ça sera à mon avis encore différent. Voici à quoi ressemblera le projet. 426 puits de pétrole regroupés dans le nord-ouest de l'Ouganda et puis un pipeline géant de plus de 1400 km de long qui reliera la zone de production au port de Tanga, en Tanzanie. En tout, plus de 100 000 personnes seront affectées par les différents chantiers. Total a promis de dédommager tout le monde. Ses représentants nous emmènent visiter ces maisons flambant neuves, dans lesquelles ils disent avoir relogé 900 personnes, comme cet agriculteur. Ça, c'est le bâtiment principal avec 3 pièces. Vous savez, changer de maison comme ça, c'est pas normal en principe. C'est quand même différent ici. Total affirme qu'ils construiront 700 maisons en tout à 40 000 € pièce, une information impossible à vérifier. Ils ont l'électricité et ils ont accès à l'eau. Donc les conditions se sont améliorées de fait. Hein. Ça, c'est un fait. Ce qu'on fait sur le projet, c'est exemplaire. Exemplaire. Exemplaire selon Total. Pourtant, les mécontents comme Mugisha Djelouzi sont nombreux. Cet agriculteur a tout perdu, ses maisons, ses champs, et il affirme qu'il ne s'est vu offrir qu'une maigre compensation. Il voulait nous donner 3 000 €. Mais je ne veux pas de cet argent. Cette somme n'est pas suffisante pour me reloger ou reconstruire une maison quelque part. Il a refusé, mais dit avoir ensuite subi des pressions de la part des autorités ougandaises. Je n'ai pas eu le choix. J'ai dû partir. Et j'avais beau crier, personne ne m'a écouté. Mes droits ont été bafoués. Le projet pétrolier fait aussi polémique, car il empiète sur un parc national, les Murchison Falls, l'un des joyaux de l'Ouganda.
132 puits de pétrole seront forés dans le parc. Des chantiers massifs, à quelques centaines de mètres à peine des troupeaux de girafes. Le porte-parole de Total n'y voit aucun problème. Dans la vraie vie, en réalité, c'est que quelques animaux viennent, regardent par curiosité et puis s'en vont. On n'est pas sur une surface assez grande pour perturber la vie animalière dans ce parc. Le monde a encore besoin de pétrole. Il y a une nécessité de mettre en production de nouveaux champs pétroliers si nous voulons satisfaire cette demande. Le projet est aussi voulu et soutenu par les autorités ougandaises qui y voient une opportunité économique et travaillent main dans la main avec Total. Nous avons besoin de ce pétrole pour développer notre pays. Notre bébé est à l'intérieur, ici, sous terre. Il faut le faire sortir. Alors on doit ouvrir le sol, mais après, on peut recoudre, refermer la plaie. Les militants écologistes, eux, ne sont pas du même avis et se mobilisent jusque dans la capitale. Où les puits se trouvent, on s'attend à une destruction importante de la biodiversité. Et aussi, le projet va générer pas moins de 34 millions de tonnes de CO2 par an. Quand j'ai dénoncé les injustices du projet et les dangers pour l'environnement, j'ai été arrêté, intimidé, menacé. Le projet va à l'encontre de toutes les recommandations des experts pour limiter le réchauffement climatique. 30 millions de litres de pétrole seront bientôt extraits ici, chaque jour. Raphaël, oui, sur Total. Donc, justement, vous comprenez pourquoi ce genre de projet, Total, comme on disait tout à l'heure, sur l'ONG qui note de 1 à F, Total est noté E+. La plus mauvaise note étant F. Total, il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, donc c'est Pouyanné, Patrick Pouyanné, qui est président de Total, qui a repris, l'ancien président étant mort subitement, et il a tellement bien redressé la barre, Pouyanné, que maintenant, quand vous voyez aux informations, on voit souvent ces derniers mois, avec l'augmentation de l'essence à la pompe, ils nous disent souvent, mais est-ce que les prix vont baisser parce que le prix du baril baisse sur les marchés? Il a augmenté le prix du baril, du coup, on va payer plus cher la pompe. Total, le prix du baril, son point mort, c'est-à-dire le point à partir duquel ils font du bénéfice, son point mort est d'un peu moins de $50. C'est-à-dire que quand le baril est à $50 et plus, ils font du bénéfice. Certes, il y a les taxes, etc., mais ils font du bénéfice. Ils ont tellement bien redressé la barre que Patrick Pouyanné, il y a 4 ans, quand il a enfin remis un peu les comptes d'aplomb, il disait Total peut brûler, comme il dit, je reprends son expression, peut brûler 10 milliards d'euros de cash par an. C'est pas mal, comme dépense. Total, aux 6 premiers mois de cette année, a fait 40 milliards d'euros de bénéfices. Donc c'est vraiment une société qui a un poids énorme et qu'on peut, par contre, lutter au quotidien. J'ai un collègue au travail qui me dit Total, je boycotte, je ne vais jamais à la pompe. À mon petit niveau, je fais ça. Ça ne sera pas suffisant, certes, mais c'est un premier point de départ. Et puis il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, le gaz naturel, le gaz de schiste. Ce qu'ils font en Ouganda, ils le font aussi aux États-Unis, au Texas, à Arlington notamment. Ils ont lancé un énorme projet. Il y a déjà 400 000 personnes qui sont touchées par le projet, c'est-à-dire en termes de rejet, de pollution, etc., d'eau boue, etc. Ils n'hésitent pas à faire des forages à quelques dizaines de mètres des écoles ou des hôpitaux. Parce que la loi texane est assez permissive, c'est qu'une entreprise a le droit de faire ce qu'elle veut, entre guillemets, par rapport au sol, tant que ses opposants n'ont pas démontré qu'il y avait un dommage commercial et climatique irréversible. Donc ce n'est pas la société de dire ce que je vais faire est cadré, est bon pour la santé, bon pour l'environnement. C'est aux opposants à prouver qu'il y a des dommages irréversibles. Quand vous êtes tout seul face à Total, c'est un peu David contre Goliath. Voilà. Mais bon, David, voilà, il est fort. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. De cet éclairage très important. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez poser des questions, eh bien, depuis le début de la semaine, il y a deux personnes donc, qui sont à votre disposition sur les côtés, qui vont se faire votre porte-parole et qui vont écrire vos questions. Pour ceux qui n'osent pas trop parler, eh bien, c'est pratique, vous allez les voir, vous leur posez la question, et ensuite, ces deux personnes me rapportent la question que je poserai aux invités.
Voilà, donc n'hésitez pas, hein, c'est très, très facile. Bien, maintenant, voilà, alors Édouard Morena. Donc, j'ai presque envie de commencer par la projection d'un petit extrait de documentaire qui est la marchandisation de l'eau. Hein, ça nous mettra dans le bain, si je peux me permettre. Okay. D'accord ? Donc on va remettre au début, c'est le documentaire de Jérôme Fritel, Main basse sur l'eau. There is no alternative to pricing water properly and making people realize that every time they take a sip of water, there is an opportunity cost and they feel it in their wallet. L'eau est appelée à devenir une ressource qui a un prix souvent élevé et dont l'attribution sera désormais faite par les marchés. C'est-à-dire que l'eau, jusqu'à présent, était considérée comme une ressource naturelle, gratuite ou quasi gratuite et abondante. Et elle est en train d'être considérée comme une marchandise et on organise son commerce comme on organise le commerce du pétrole. C'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'eau. I don't need to own land. You know, would I own land? Would I consider it? Yes, but I'm not a farmer. I'm an investment banker. How much did you invest? Not much, maybe $20 million. Je ne suis pas du tout convaincu que les marchés seraient les arbitres de cette répartition juste et équitable, parce que quand on connaît la loi des marchés, on sait que sur les marchés, c'est toujours la loi du plus fort, c'est-à-dire la loi du plus riche qui prévaut. Or, appliquée à une ressource aussi vitale, aussi importante que l'eau, on voit les conséquences dramatiques auxquelles ça pourrait aboutir. Vous aurez les riches qui pourront remplir leurs piscines et utiliser autant d'eau qu'ils voudront, et les pauvres qui crèveront. En Europe, l'eau reste la plupart du temps une ressource publique, collective, la plupart du temps gérée par les États ou les régions. Jusqu'à maintenant, l'Europe a réussi à résister. Il y a eu une petite tentative de la Commission européenne de considérer l'eau comme une marchandise. Il y a une très forte réaction des citoyens européens grâce à une initiative citoyenne européenne. Ça s'appelle ICE, c'est un référendum à l'échelle européenne. Et ce premier référendum à l'échelle européenne a eu lieu justement à propos de l'eau, pour que l'eau reste une ressource publique, gratuite et gérée par les États et les régions. Cette pétition a recueilli plus de 2 millions de signatures et a obligé le Parlement européen, nos députés européens, à se prononcer sur le fait que l'eau reste une ressource publique. We are going to see asset markets selling water derivatives. Even the high-frequency traders, the hedge funds, would become interested. So no, everybody sees this as an opportunity that will come. The question is just when and who will push it first and hardest. Water scarcity and climate change, is it a windfall for our business? Yes, it is. Is that a bad thing? Well, I suppose time will tell. Voilà, c'est un petit extrait d'un formidable documentaire de Jérôme Fritel sur l'eau. Voilà. Tout se vend. Oui. Non, c'est intéressant de voir cet extrait parce qu'effectivement, pour ce qui est du climat, cette logique, on va dire, de marchandisation de la nature, que ce soit la biodiversité, avec là tous les marchés qui se développent de crédit biodiversité, ou les marchés de compensation, mais aussi que ce soit le carbone qui est naturellement stocké, par exemple dans les forêts tropicales. Là aussi, à travers tout un tas de mécanismes de marché, de marché de compensation également. En fait, c'est la réponse que l'on apporte finalement à la crise climatique. C'est celle de la marchandisation de la nature en partant du principe que finalement en mettant un prix sur la nature et bien en fait on va réussir à la sauver. Donc voilà, c'est un peu ça le principe, on va dire, fondamental qui domine d'ailleurs la plupart des politiques climatiques aujourd'hui. Voilà. Donc on va parler un petit peu du livre. Voilà. Et je vais aussi poser une question du public qui va tout à fait dans le sens là. C'est une remarque que je lis. Voilà. On pointe beaucoup les responsabilités des entreprises ou des gros paquebots, mais ils ont des clients au bout. On en parle peu.
nous, société civile, consommateurs, avons une immense responsabilité. Tout à fait, moi c'est ce que je dis il y a un an pile poil quand je suis venu ici à Granville, avec beaucoup d'entre vous, quand on a discuté à la fin du débat, j'avais dit la meilleure arme que vous avez, si j'arrive à la sortir, c'est ce que vous avez tous dans la poche, c'est votre carte bancaire. Quand vous choisissez d'acheter sur Amazon ou d'acheter une croisière sur MSC, ben vous avez un impact sur la planète, vous avez un impact sur ces entreprises. Quand mon collègue dit je boycotte Total, il ne leur met pas 50 ou je ne sais pas combien, 80 € à chaque fois. On a une responsabilité, on a effectivement on peut être parfois coupable quand on va sur Amazon, chez Total ou d'autres. C'est pour ça, je pense que dimanche, vous avez un salon des solutions où vous apportez un peu des alternatives à ces gros groupes. Moi, je pense que même si c'est à une petite échelle, si tout seul dans notre coin, on a l'impression que ça ne sert à rien, quand on est, comme il le dit dans le reportage, quand on est 2 millions à signer une pétition, on oblige le politique à bouger. Quand on gagne un procès, je dis pas ça pour moi, mais on oblige une société à changer sa manière de faire de l'argent, de faire du business. Et là, pour moi, on a notre propre responsabilité. Oui. Je ne sais pas si Edouard est d'accord. Si oui, non, je pense que... Non, en tout cas, non, tu as fait raison. Je pense que la question on a tous une responsabilité, on peut tous finalement agir à son échelle. Je pense qu'il s'agit... c'est important de le souligner. Après, ce qu'il faut aussi souligner, et c'est peut-être ce que j'ai voulu un peu faire aussi dans le bouquin, c'est de montrer que finalement... ce qui nous différencie malgré tout des ultra riches, c'est que peut-être que, nous, je parle pour moi en tout cas, et j'imagine pas mal de gens dans cette salle, en fait, on est consommateurs, mais en fait, la responsabilité des ultra riches, elle n'est pas uniquement liée à leurs habitudes de consommation, finalement. Elle est aussi liée. Un ultra riche, effectivement, il vole en jet privé, il pollue par ses jets privés, par ses méga yachts, par, on va dire, son train de vie carbonifère. Donc ça, c'est un problème, et je pense que c'est vraiment important de le souligner, et je pense qu'il y a eu beaucoup de mobilisation, notamment en France, autour de ces questions-là. Après, un ultra-riche, c'est aussi quelqu'un qui détient beaucoup d'argent, et finalement, cet argent, il n'est pas dans... c'est pas un bas de laine, c'est pas planqué sous le matelas. Il y en a peut-être un peu, mais en tout cas, la plupart de cet argent est géré notamment par des gestionnaires d'actifs qui, eux, pour le coup, font fructifier cet argent. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu cette question de l'évasion fiscale. Finalement, l'évasion fiscale, c'est aussi tout l'argent que les ultra-riches ne dépensent pas et sur lesquels ils ne veulent pas payer d'impôts. Et donc, tout cet argent-là, en fait, on le fait fructifier, soit effectivement par le biais de l'évasion fiscale pour pas finalement payer sa part d'impôts, mais aussi en plaçant cet argent, et notamment en le plaçant dans des actions, en achetant des actions de chez Total, en achetant tout un tas d'infrastructures ou en investissant dans des projets qui ont un effet nocif sur le climat. Et du coup, leur responsabilité, et je pense que c'est vraiment un point d'ailleurs c'est ce que montre très bien l'économiste Lucas Chancel en fait dans ses travaux, c'est qu'en fait la responsabilité des ultra-riches, si on tient compte de leurs investissements, elle est encore plus importante. Et c'est ce qui, là, pour le coup, c'est ce qui les différencie de vous et moi, en fait. C'est-à-dire que, aussi, on a tous peut-être un peu d'argent sur nos comptes en banque, mais là, on parle de milliards. Et ces milliards, finalement, ils sont placés, et ces placements, ils participent aussi à aggraver le problème. Donc leur responsabilité, si on tient compte de ça, elle est encore plus importante. Et peut-être que l'autre différence entre un ultra-riche et vous et moi, c'est qu'un ultra-riche, il a du pouvoir, en fait, et ça rejoint un peu cette question de l'évasion fiscale aussi. Si les ultra-riches peuvent faire de l'évasion fiscale, si finalement on ne cherche pas à vraiment attaquer ce problème de front, c'est aussi parce que ils réussissent aussi à faire en sorte qu'on ne l'attaque pas de front. Et c'est un peu la même chose sur le climat. Si finalement on ne met pas en place de politique qui, pour le coup, me semblerait plus juste, qui ferait que finalement les ultra-riches participent plus à l'effort et à hauteur à la fois de leur responsabilité et aussi à hauteur de leur capacité d'agir, eh bien, je pense qu'on serait peut-être dans une situation un peu différente. Mais le problème, c'est que les ultra-riches sont aussi des acteurs du débat. Les ultra-riches, ils cherchent aussi à orienter finalement le débat climatique, à faire en sorte, et
à faire en sorte que finalement les politiques climatiques qu'on mette en place, ce soit un peu les politiques qui sont un peu à l'image de ce qu'on a vu avec la question de l'eau. Ce sont des politiques qui finalement soient centrées sur cette logique de marché, sur la logique d'une forme de financiarisation et d'une marchandisation de la nature, au détriment en fait de l'autre point qui a été soulevé en rapport avec l'eau, d'une gestion publique finalement de l'eau et de notre stock de carbone et de toutes ces autres choses. Donc en fait, c'est aussi ce point-là qui me semble important et encore une fois qui fait que, pour moi en tout cas, un ultra-riche a une responsabilité bien plus importante, c'est qu'en fait, il est aussi acteur du débat et il cherche aussi à orienter le débat dans une direction particulière, une direction qui, dans le meilleur des cas, permettra peut-être en fait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on n'en sait rien, enfin en tout cas eux c'est ce qu'ils prétendent, mais en tout cas ce qui est certain c'est que ça ne sera pas dans une direction de plus de justice sociale et ça sera dans une direction qui finalement maintient leur position dominante, leur position de pouvoir et maintient aussi leur richesse. Alors, on va parler un petit peu du livre, on va faire une petite continuité sur le livre. En fait, les riches se protègent. Et donc, je vous lis un petit extrait, hein, voilà, très court. Voilà comment ces preppers haut de gamme investissent dans des communautés agricoles autosuffisantes et ultra sécurisées et des bunkers souterrains de 30 000 mètres carrés avec piscine, cave à vin, spa, club de gym. Ce n'est pas parce que c'est la fin du monde, nous explique un journaliste du magazine Forbes, qu'on ne peut pas vivre dans l'opulence. Oui, alors bon, là pour le coup, c'est l'autre c'est un exemple aussi de stratégie déployée par les ultra-riches en fait. L'idée c'est, en fait, ils déploient, encore une fois, ils déploient une multitude de stratégies. En fait, l'idée c'est toujours pareil, c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc du coup, effectivement, certains vont investir dans des bunkers de luxe ou vont acheter des milliers d'hectares en Patagonie ou en Nouvelle-Zélande sur lesquels ils vont se construire un bunker où ils pourront s'échapper en cas d'effondrement ou en cas de situation, d'ailleurs pas qu'en cas d'effondrement, on l'a vu aussi avec le Covid, etc. Tout le monde, ils sont tous partis sur s'isoler sur leur jet privé, etc. Donc ça, c'est une stratégie, on va dire, et c'est une stratégie d'ailleurs qui est assez documentée. Mais en fait, c'est pas la seule. En fait, ce qui est intéressant à analyser, c'est qu'en fait, les ultra-riches, ils s'impliquent aussi dans le débat climatique. Ils cherchent aussi à orienter les politiques climatiques. Ils cherchent aussi à aussi orienter le débat climatique, finalement, à normaliser certaines solutions plutôt que d'autres. Et c'est sur ce point-là, on va dire, que je m'attarde, on va dire, un peu plus dans le bouquin. Oui, c'est ça. Tu parles du sujet de la presse. Il y a la mainmise des élites économiques sur le débat climatique. Voilà, on était à la question suivante qui est directement raccordée. Oui, en fait, c'est aussi finalement de dire que bon. Certes, il y a certainement des ultra-riches qui n'en ont rien à cirer du climat et qui sont dans une sorte de logique de fuite en avant. Mais en fait, il y en a aussi beaucoup qui ont pris conscience du problème et qui cherchent à agir par rapport à ce problème. Donc, une des stratégies, c'est celle du bunker. D'autres, on va dire encore plus farfelues, on pourrait dire, c'est celle de carrément de s'extraire de la Terre, en fait. Et on le voit un peu avec Elon Musk et d'autres, en fait, qui investissent aussi dans l'exploration spatiale. Enfin, Elon Musk, son grand rêve, c'est d'aller s'installer de coloniser Mars. Mais une troisième stratégie, parce qu'encore une fois, ils ont pris conscience aussi de l'enjeu, et ils ont pris conscience du fait qu'ils ont beau être ultra riches, en fait, le changement climatique, il va les affecter quand même. Ils auront beau essayer de se cacher, en fait, la hausse des températures, en fait, elle va pas s'arrêter à la fin du bidonville et juste avant leur quartier sécurisé. Donc quelque part, face à ce constat, face à cette prise de conscience, on va dire, de l'enjeu, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est d'orienter le débat et d'orienter aussi les politiques qui sont mises en œuvre pour s'assurer, encore une fois, pour potentiellement réduire les émissions, on ne sait jamais, mais surtout garantir en fait leurs intérêts. C'est pour ça que je parle d'une conscience climatique de classe, en fait. C'est cette idée en fait, qu'ils ont conscience de l'enjeu climatique, mais ils ont conscience de l'enjeu en tant qu'ultra riches. Donc ça veut dire que leur conscience de l'enjeu
va être aussi en partie, on va dire, conditionné par en fait leur statut social. Et c'est ce qui va aussi les amener à pousser certaines solutions plutôt que d'autres. Et ces solutions, justement, et c'est en tout cas mon argument, c'est de dire que les solutions qu'on nous met, en fait, qu'on nous présente aujourd'hui, qu'on nous a présenté il y a 2 jours, qu'Emmanuel Macron nous a présenté avec cette notion de planification écologique qui n'est pas, enfin, c'est pas du tout une planification comme on pourrait l'imaginer. En fait, ce sont des solutions qui finalement, en tout cas, préservent leurs intérêts. Et encore une fois, peut-être, potentiellement, participeront à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a toute l'histoire des COP, c'est intéressant. La COP 13, on parle des forêts à la COP 13. Alors, qu'est-ce qu'il faut nous raconter, ces histoires de forêts? Ça renvoie à cette idée de marchandisation de la nature. Et cette idée, en fait, que... en gros, le discours qui est porté par ces acteurs que j'analyse, c'est un discours qui consiste à dire que... Alors, pour le coup, ils sont assez différents d'un Patrick Pouyanné ou d'un Total, en fait, dans le sens où ils reconnaissent le fait que le capitalisme, et notamment sa variante fossile, est responsable de la crise climatique. Donc il y a une sorte de reconnaissance du fait que c'est bien le capitalisme fossile qui a une forte responsabilité pour la crise climatique. Mais par contre, leur argument, c'est aussi de dire que le capitalisme, sous une forme verte, sera aussi le mieux à même, finalement, de résoudre le problème qui a été créé par le capitalisme lui-même. Voilà. Donc, en fait, à partir de là, eux, en fait, leur grand argument, c'est de dire que le problème du capitalisme, jusqu'à présent, c'est qu'il n'a pas réussi à intégrer ce qu'ils appellent les externalités négatives, c'est-à-dire l'impact notamment l'impact environnemental négatif du capitalisme tel qu'il était. Et donc, pour pouvoir intégrer ces externalités négatives, l'argument qu'ils mettent en avant, c'est de dire qu'il faut valoriser ce qui jusque-là n'a jamais été valorisé. Encore une fois, on peut prendre l'exemple de l'eau. L'eau, c'était un bien commun, ça n'avait pas de valeur, c'était gratuit, c'était pratiquement gratuit. Mais la même chose s'applique pour le carbone qui est stocké, et aussi la biodiversité. Et finalement, en fait, c'était des choses qu'on pouvait, en gros, on pouvait se servir et ça n'avait aucune espèce de conséquence, ça n'avait pas de coût. Donc leur argument, c'est de dire, si on arrive à mettre un prix sur le carbone qui est stocké dans les forêts tropicales, en Amazonie ou en Afrique subsaharienne, si on arrive aussi à mettre un prix sur la biodiversité, en fait, on arrivera à protéger en fait, la biodiversité et préserver le carbone qui est stocké dans les forêts. Et du coup, on réussira aussi à limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ça l'argument qui est mis en avant. Le seul problème, c'est qu'en fait, on fait finalement aussi porter l'effort toujours sur les mêmes, en fait. Parce qu'au fond, en disant cela, en disant qu'on va mettre un prix sur le carbone ou sur la biodiversité, en fait, on est en train de dire aussi qu'on peut payer quelqu'un d'autre pour protéger les forêts, on peut payer quelqu'un d'autre finalement pour faire ces efforts de préservation de ce carbone et de cette biodiversité, et nous, on peut continuer à avoir le train de vie que l'on a eu, que l'on a et que l'on a pu voir avec les superyachts, etc. Donc c'est cette logique de compensation, c'est cette idée en fait que on peut s'acheter en quelque sorte une sorte de vertu climatique en payant quelqu'un d'autre pour faire l'effort qui doit être fait. Et ça, c'est aussi une conséquence finalement de cette marchandisation de la nature et notamment de cette marchandisation des forêts tropicales qui a été validée en quelque sorte dans le cadre des négociations climatiques internationales, du fait aussi de tout un tas d'efforts de lobbying qui ont été faits par ces acteurs-là. Alors, une question du public. J'ai entendu parler d'une dynamique de découragement collectif organisée par les grandes entreprises comme Total, qui organisent des groupes de parole sur l'éco-anxiété pour en faire un problème individuel. Avez-vous des informations sur ce sujet ? Sur celui-là, pas particulier, pas vraiment, mais je pense que cette question de l'éco-anxiété, elle est intéressante parce que ça fait partie aussi des stratégies en fait qui sont déployées en fait à partir du moment où, ce que j'essaye de montrer aussi dans le bouquin, c'est qu'en fait
L'idée, c'est d'essayer d'imposer finalement une certaine vision de ce qui doit être fait, de la transition bas carbone. Et ça passe aussi par une forme d'instrumentalisation, en fait, de l'urgence. Et donc, quelque part, une forme d'instrumentalisation aussi de l'anxiété que produit cette urgence climatique. Instrumentalisation, pourquoi? Parce qu'au fond, c'est cette idée de dire que on n'a pas le temps, finalement, de réfléchir à une autre voie de transition. On n'a pas le temps, finalement, d'avoir un débat contradictoire pour essayer de réfléchir, justement, aux différents types de transition bas carbone qui sont possibles. Et du coup, en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est adopter les réponses que ces acteurs que j'analyse nous présentent, qui sont les réponses, encore une fois, qui dominent actuellement le débat climatique. Donc cette question de l'anxiété, pour moi, elle est assez intéressante parce qu'au fond, encore une fois, elle est tout à fait justifiée parce que la crise climatique, elle est là. Mais elle peut être aussi utilisée, en quelque sorte. Elle peut être utilisée aussi pour... ça peut aussi avoir un effet dépolitisant, on va dire, sur le débat, justement en ramenant ça à un problème personnel, individuel. Alors qu'en fait, la question climatique, c'est bien un problème collectif. Et la manière dont on répond à ce défi du climat, c'est un enjeu politique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières d'y répondre. La science du climat, il y a un consensus. Les réponses qu'on apporte, les solutions qu'on met en œuvre, les plans de transition qu'on met en œuvre, en fait, il y en a des tonnes, il y en a plein de différentes. Et du coup, ce qui est important, c'est qu'on puisse débattre de ces plans et justement de faire en sorte que ces plans-là soient aussi des plans justes, des plans qui placent à la fois la question climatique, mais aussi les questions de justice en leur cœur, parce que c'est, pour moi en tout cas, c'est seulement comme ça qu'on arrivera aussi à mobiliser l'ensemble de la société autour de cet enjeu. Juste pour rebondir sur ça, je crois qu'effectivement, on n'a pas le temps, comme vous disiez, mais on n'a aussi pas la volonté. Parce que si on a la volonté de faire un débat contradictoire sur les solutions qu'on pourrait, etc., comme vous le disiez, ça veut dire que c'est politique, que c'est eux qui l'ont impulsé, et ça veut dire qu'on va commencer à pointer les responsabilités des uns et des autres, Total, Bernard Arnault, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'on va commencer à mettre sur la table qui a fait quoi, en mal, qui devra bouger le plus. Total devra bouger plus que la petite PME du coin, la petite SARL du plombier. Et donc, je crois que c'est un peu comme pour l'évasion fiscale, où je connais peut-être un peu plus le sujet, c'est que j'ai toujours voulu dans mon combat parler d'évasion fiscale pour mettre ça sur la table et pointer les responsabilités des uns des autres, gouvernement, luxembourgeois, français, les clients qui demandent les montages fiscaux, etc. À chaque fois, tous les responsables ont toujours voulu éviter le sujet parce que ça voulait dire mettre sur la table qui fait quoi en mal, quelles solutions on va devoir changer, etc. Donc comme vous le disiez, on préfère s'attaquer aux messagers en disant c'est le messager le problème, c'est vous individuellement, donc éco-anxiété, etc. On va essayer d'individualiser au maximum le problème plutôt que de raisonner en termes global et d'intérêt général en fait. Alors donc une question qui tombe à pic et dont la réponse est dans le livre d'Edouard, donc je dis directement la réponse. Selon l'ONG Oxfam, donc les ultra-riches seraient responsables de plus de la moitié des émissions cumulées de CO2 liées à la consommation au cours de la période 1990-2015. Voilà. Ça répond à une question. Je vais donc poser une question suivante. C'est bien, je n'ai pas besoin de préparer des questions, il y en a plein. J'ai entendu parler d'un club de millionnaires qui demande d'être taxé de façon plus importante. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça, enfin, oui, il y a des millionnaires qui sont certainement... qui souhaitent réellement agir et qui d'ailleurs du coup effectivement appellent à être taxés plus. Après, la question c'est pas juste taxer plus. Effectivement, je pense que c'est une part importante de l'équation. Ça renvoie encore une fois à cette question de l'évasion fiscale. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir ce qu'on va faire de cet argent. C'est-à-dire que les chiffres qu'on nous a donnés sur l'évasion, nos 80 milliards, et après les chiffres de l'ADEME qui étaient, je pense, à peu près équivalents, la question c'est d'abord de récupérer ces 80 milliards, ça me semble essentiel. Mais après, la question, c'est aussi de savoir quel projet de transition on va mettre en œuvre avec les 80 milliards. Et ça, je pense que c'est un débat qui est vraiment important parce qu'au fond, la transition bas carbone, elle va tous nous affecter. Et il faut s'assurer que finalement, cette transition bas carbone, elle soit juste. C'est-à-dire qu'on fasse tous des efforts, certes, mais que ces efforts soient répartis de manière juste parce qu'au fond, il faut aussi que tout le monde soit prêt à faire ces efforts aussi et que finalement la transition bas carbone elle soit porteuse aussi de plus de justice sociale. Je pense que c'est une manière d'engager les citoyens sur cette question de la transition. Donc
C'est pour ça, les 80 milliards, on peut les dépenser en crédit d'impôt, en aide aux entreprises, ce qui est un peu le modèle dominant, on va dire, de politique climatique actuellement. C'est de dire qu'au fond, en tant qu'État, nous, en fait, on va subventionner finalement des acteurs privés. D'ailleurs, en fait, parfois, vu qu'on ne veut pas taper dans l'évasion fiscale, on le fait effectivement au détriment d'autres services publics. On va couper dans l'éducation, on va couper dans le système de santé pour pouvoir, en fait, financer, on va dire, ces acteurs privés par le biais de toute une série d'aides qui, en général, en plus, sont des aides où la contrepartie, elle est minimale. Donc ça, c'est une stratégie, et c'est une des stratégies, on va dire, qui a tendance un peu à dominer en matière de politique climatique. Du coup, c'est un peu assumer, nous, collectivement, en tant que citoyens, le risque, notamment parce que c'est de l'argent public, et privatiser les éventuels profits aussi, parce que finalement, la transition, elle est aussi source de profits éventuels pour les acteurs privés. Donc ça, c'est une vision, et encore une fois, c'est une vision, c'est pas la seule. Je veux dire, c'est qu'il y a tout un tas d'autres visions qui pourraient être envisageables, où il y aurait en fait justement un service public de l'énergie verte, où il y aurait une logique qui ne serait pas justement une sorte de logique de marge et de profit, où finalement il y aurait aussi un contrôle public, collectif ou citoyen sur par exemple le système de production d'énergie et d'énergie verte, par exemple, ou le système de distribution. Enfin, on peut envisager tout un tas de projets alternatifs qui, pour le coup, à la fois, je pense, auraient un coût social inférieur et en plus, en fait, bénéficieraient vraiment à un plus grand nombre dans la société. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut aussi souligner, c'est taxer les riches, oui, et que les riches soient prêts à taxer plus, c'est très bien, mais que derrière, en fait, ils ne soient pas aussi en train de nous dire ce qu'on va faire de cet argent qu'on leur a ponctionné. Parce qu'au fond, sinon, ça ne sert à rien. Enfin, si c'est juste leur prendre leur argent pour qu'ensuite, eux, ils décident ce qu'on fait avec, en fait, c'est comme s'ils n'avaient jamais donné leur argent au départ, quoi. Oui, c'est ça, l'argent, ça circule en cercle et ça revient au point de départ. C'est le risque. Donc, je pense que c'est pour ça, il faut aussi être attentif à cette question de ce qu'on fait de cet argent. Mais ça, pour ça, il faut pouvoir avoir un débat contradictoire qui, je pense, commence à émerger, en fait. Hein. C'est pour ça que je suis pas particulièrement pessimiste par rapport à ça, parce que je pense qu'on est dans un temps aussi qui est différent. Je pense qu'on est dans un temps où il y a une forme de prise de conscience de l'enjeu, où il y a, en fait, même si elle vaut ce qu'elle vaut, il y a une volonté politique, en fait, d'agir sur cette question du climat. Et du coup, je pense qu'on est dans un temps maintenant qui est plutôt d'un temps de dire, en fait, quel type de transition on a envie d'avoir, en fait. Quel est le projet de transition que l'on veut porter? Quel est celui qui nous permettra finalement de garantir un monde vivable pour nos enfants et nos petits-enfants? Et en même temps, quel est le projet de transition qui nous permettra aussi de garantir un monde qui soit plus juste, en fait, pour nos enfants et nos petits-enfants? Et donc, je pense que c'est là où, pour moi, on est dans ce moment-là, en fait, de réel débat sur le type de transition que l'on a envie d'avoir. Alors après, il y a quand même des modes de fonctionnement. On va parler de la RED. Vous allez nous expliquer ça. Et il y a une petite phrase qui dit, comme nous l'avons vu, ce qu'a permis la RED, c'est la mobilisation d'une multitude d'acteurs autour d'une seule et même idée. Ce sont les mécanismes de marché fondés sur la marchandisation de la nature qui sauveront le climat. Ça, c'est vraiment ancré dans les esprits des COP et tout ça. Oui, c'est quoi la RED, R-E-D-D? En fait, c'est un mécanisme qui a été mis en place à peu près en 2007 au niveau international, qui était justement centré sur les forêts. Donc, en fait, à la base, l'idée était en apparence très, très bonne, dans le sens où c'était de dire on va protéger les forêts, notamment les forêts tropicales, qui sont pour la plupart d'ailleurs dans des pays dits en développement. Donc en fait, c'était une manière aussi de faire que les pays en développement, qui historiquement d'ailleurs ont une responsabilité minime dans la crise climatique, participent à l'effort général de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et protéger les forêts, en fait, on allait protéger ces forêts tropicales en justement mettant un prix sur le carbone qui était stocké dans ces forêts. Notamment par ce système, entre autres, par ce système de crédit carbone. Le problème, c'est qu'en fait, ce mécanisme, encore une fois, en principe, il est pourquoi pas, mais la réalité, et on le voit, en fait, récemment, il y a eu toute une série d'articles de presse qui l'ont très bien montré, c'est qu'en fait,
les crédits, enfin, on n'arrive pas en fait à prouver que finalement, à travers ce système de crédit carbone, on est réellement soit en train de réduire les émissions, soit en train de protéger les forêts. C'est une sorte d'usine à gaz en fait, parce que c'est très difficile finalement d'évaluer le taux de reforestation ou d'évaluer le taux de non-déforestation, parce qu'en fait c'est aussi ça un des principes de REDD, c'est de payer quelqu'un pour qu'il ne coupe pas ses arbres. Du coup, encore une fois, il faut imaginer le truc, c'est-à-dire qu'on vous demande, ça veut dire qu'on est en capacité de dire quel est le pourcentage de coupe d'arbres qu'on va faire par an, ce qui est encore une fois une chose très difficile à évaluer. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est des sortes d'usines à gaz où il y a tout un tas d'acteurs, parce qu'il y a tout un tas d'acteurs qui font de l'argent en fait aussi à travers ces mécanismes, parce que il faut évaluer la quantité de crédit, il faut il faut certifier les crédits. Donc en fait, il y a tout un sorte de business en fait aussi du capitalisme vert qui s'est mis en place, mais qui au final en fait ne participe pas vraiment, en tout cas très très peu ou à la marge, à la préservation des forêts tropicales et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est certain par contre, c'est que ça contribue à une forme de privatisation de la nature, où justement au nom de la protection des forêts tropicales, on crée finalement des sortes d'enclos où on privatise les forêts, et donc on chasse aussi les populations qui habitaient dans ces forêts, qui vivaient dans ces forêts, qui dépendaient de ces forêts. Donc ça a une conséquence humaine qui pour le coup est très visible, et c'est aussi, il y a une dimension vraiment très néocoloniale aussi dans cette manière de faire, c'est-à-dire que c'est un peu comme les parcs naturels au début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'au nom de la protection de la faune, on va privatiser des zones entières et on va chasser les populations qui y habitaient. Et là, on voit exactement la même chose, mais cette fois au nom en fait de la lutte contre le changement climatique et au nom de la protection de la biodiversité. Alors, une question, il y a beaucoup de questions, c'est super. Il y a tout récemment, les chefs d'État de l'Union européenne râlent parce que la Commission européenne a des réglementations trop sévères par rapport au climat. Alors, qui est-ce qui inspire ça? Est-ce que les ultra-riches sont dans le coup? C'est ça, je reformule différemment, mais voilà, est-ce que les ultra-riches sont responsables de ces décisions des chefs d'État? Non, alors en fait, en tout cas ceux que moi j'analyse, je pense que c'était plutôt ceux qui étaient favorables aux politiques qui étaient impulsées au niveau de la Commission européenne, qui encore une fois étaient des politiques qui étaient encore une fois centrées plutôt sur les mécanismes de marché, etc., etc. La raison pour laquelle les gouvernements les uns après les autres disent il faut faire pause sur les politiques européennes sur le climat, c'est qu'en fait ils ont peur, en tout cas leur crainte principale c'est la montée des partis populistes, notamment d'extrême droite, qui pour le coup ont un discours assumé contre l'action climatique et mais qui aussi capturent finalement une partie de l'électorat qui effectivement du fait des politiques ou des politiques actuelles de transition bas carbone vont perdre en fait. Et je pense que c'est ça, et c'est là où on voit cette question, pourquoi la question de la transition elle est importante. C'est-à-dire que quand vous fermez une mine de charbon, quand vous fermez une centrale à charbon, effectivement il y a tout un tas de personnes qui vivaient et dont la vie dépendait finalement de cette mine de charbon, de cette centrale, qui vont perdre leur emploi. Donc ça a des conséquences sociales très importantes, la transition du fossile au renouvelable. Mais la réponse que l'on voit au niveau européen, c'est plutôt de se dire, en fait, on va accompagner ces populations-là, on va s'assurer que justement la transition, elle soit juste, et donc on va aider ces populations-là à travers toute une série de politiques sociales. En fait, ils préfèrent de dire, en fait, non, on va arrêter complètement de mettre on va appuyer sur le bouton pause sur les questions climatiques. Enfin, encore une fois, c'est une réaction de gouvernement plutôt, effectivement, qui me surprend pas, mais de la part de gouvernements plutôt de droite, qui plutôt que de réfléchir à une autre façon ou à une autre transition bas carbone, encore une fois, une transition juste, en fait, ils préfèrent lever le pied, juste dans une sorte de logique purement électorale pour gagner l'élection suivante. D'accord, alors, une question un peu originale. Pouvez-vous nous parler de la position des assureurs et réassureurs?
pour l'atténuation et l'adaptation. Les assurances. Pas vraiment. Je peux toujours. Non, enfin, je suis pas du tout un expert sur cette question-là, par contre. Question suivante. Moi, je suis un expert sur rien, mais sur celle-là encore moins. D'accord, oui, on peut pas être bon partout. Alors, je vais revenir un petit peu au livre. Voilà, on va parler des, enfin, pas moi, mais des communicants de McKinsey, par exemple. Alors, McKinsey, pour le coup, c'est plus les consultants. Eux, ils sont moins sur la question de la communication, mais en fait, ce que j'analyse dans le bouquin, c'est effectivement le rôle des je cherche le mot en français, des consultants, oui, je sais pas comment, des cabinets de conseil, voilà, dans le débat climatique. Et effectivement, ils ont fait, alors leur rôle, il est assez intéressant parce qu'au fond, ils participent aussi à une forme de normalisation des solutions qui sont celles qui sont portées par la plupart de nos politiques en matière de lutte contre le changement climatique. Ce qu'a fait McKinsey et ce qu'ils font de manière très efficace, c'est, en tout cas ce qu'ils ont fait par rapport à la question climatique, c'est vraiment donner une sorte de semblant de scientificité aux réponses, en fait, justement les réponses à base de solutions de marché, etc., etc., en les présentant finalement presque comme une sorte de traduction de la science du climat en action, en fait. Et en faisant ça, en fait, ils ont participé aussi à cet effort de sorte de semblant de dépolitisation, parce que je dis bien semblant, parce qu'en fait, c'est très politique. Ils sont porteurs d'une vision très politique de la transition bas carbone, mais ils présentent ça finalement comme finalement juste le résultat d'une sorte d'analyse technique, une sorte de traduction, en fait, technique de la science du climat en action. Et donc, de ce point de vue-là, les cabinets de conseil comme McKinsey, ils jouent un rôle très important parce qu'au fond, ce sont des cabinets qui travaillent à la fois pour des acteurs privés, les principales entreprises. Enfin, McKinsey, ses clients, c'est vraiment toutes les plus grosses entreprises. Hein. Et aussi, ils travaillent pour les gouvernements. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait, sur les questions climatiques au niveau international, notamment autour de 2009-2010. Ils ont travaillé directement pour toute une série de gouvernements pour les accompagner aussi, pour finalement faire qu'il y a une sorte de langage commun qui émerge, une sorte de vision commune aussi de ce qui était souhaitable, de ce qui était réaliste en matière d'action climatique. D'accord. Raphaël va répondre à une question sur les assureurs. Non, pas sur les assureurs, sur oui, des gens qui voudraient avoir la différence entre optimisation et évasion fiscale. Je m'excuse, ça rend un petit peu le discours, mais je fais confiance. Voilà. Ouais, la différence, elle est en fait entre optimisation et évasion fiscale. C'est un jeu de mots. Ça dépend de quel côté de la barrière vous êtes. Si vous êtes côté citoyen, c'est l'évasion. Si vous êtes côté multinational, c'est l'optimisation. Je crois que c'est bien, c'est la bonne réponse. Voilà, je pense que c'est un peu, pour faire un parallèle, je le prends souvent, c'est comme un mariage blanc. En fait, quand vous avez une personne qui n'a pas la nationalité française, qui veut se marier avec un Français, on va dire, on change de nationalité, vous allez faire un mariage, elle va avoir les papiers, et puis elle va être en règle. Ça, c'est l'optimisation. En apparence, c'est légal. Sauf que quand vous allez creuser un peu, vous allez percevoir qu'il y a mariage, mais il n'y a pas de vie commune, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'imposition commune, etc. Tout ça a été fait dans un but bien précis, avoir la nationalité. Donc on a fait de l'abus de droit, on a détourné le droit pour avoir ça. L'évasion fiscale, c'est un peu la même chose. C'est faire en sorte de faire des montages pour que ça, en apparence, c'est légal, ça respecte les droits de différents pays européens, par exemple. Mais quand on creuse un peu, on voit qu'on a en fait, la société a détourné les règles de droit pour faire de l'abus de droit, pour avoir droit à des avantages qui n'étaient pas valables au départ. Une multinationale comme Total, où est-ce qu'elle paye ses impôts? Elle n'a absolument, pardonnez-moi l'expression, mais elle n'a absolument rien à cirer que ça soit en lien avec son activité économique. LVMH, pareil, ils vont faire payer leurs impôts là où ils vont en payer le moins possible. MSC, dont on parlait tout à l'heure avec ses paquebots, eux ont choisi la Suisse. Je le suis sous les yeux, ils ont en 2019 un taux d'imposition de 1,4%. Parce qu'ils ont choisi que toute leur activité de croisière, s'ils l'optimisent, ils sont en France, ils payent des impôts, je crois que c'est 20, 30 et quelques pourcents, le taux d'imposition des sociétés. Par contre, s'il faut de l'évasion fiscale, ils vont en Suisse, ils payent 1,4%. Donc, on va en Suisse. Voilà.
Donc, il y a par exemple, puisqu'on parle de communication, c'est de la communication finalement. Hein, c'est-à-dire, on ne fait pas d'évasion fiscale, on fait de l'optimisation, c'est de la communication. Hein, c'est ça. Et donc, il y a une phrase dans le bouquin qui m'a bien fait rire, un chapitre qui s'appelle « Make our blabla great again ». Le rôle des communicants, voilà. Donc... en fait, là, oui, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est aussi un enjeu de communication, dans le sens où il s'agit d'imposer en fait un certain récit autour de l'action climatique, de finalement naturaliser finalement les solutions dont on a parlé tout à l'heure, en fait, ces solutions de marché, ces solutions qui consistent aussi à placer les ultra-riches comme Jeff Bezos au cœur finalement de l'enjeu, en les présentant finalement comme des sortes d'héros des temps modernes. Alors je vous coupe, c'est juste parce que justement Jeff Bezos, dont j'ai appris ça dans le livre, a fait un don de 150 millions de dollars à des ONG climatiques américaines. Oui, parce qu'effectivement, alors ça renvoie à la question de la philanthropie et du rôle de la philanthropie. Et la philanthropie est une arme en fait, hein, de ce point de vue-là, pour essayer d'imposer finalement sa vision de la transition. Mais du coup, pour justement, au fond, légitimer les choix politiques qui sont faits en matière de transition bas carbone, encore une fois, des choix qui sont des choix dans le sens où leurs effets en termes de réduction d'émissions, il est pour moi plus que discutable, et leurs conséquences sociales, elles sont encore plus discutables. En fait, pour légitimer ces choix, il faut aussi finalement imposer un récit de l'action climatique. Et du coup, c'est là où les communicants jouent un rôle important, c'est qu'ils participent à naturaliser finalement ces solutions. Et la manière de le faire consiste aussi à flouter finalement, à ne plus faire de distinction entre la science du climat, c'est-à-dire le consensus scientifique qui s'est construit autour du climat, qui pour le coup est un consensus fort, dans le sens où voilà, enfin, il est impossible à remettre en question. Il est là. Enfin, il existe un consensus. Mais eux, ce qu'ils cherchent aussi, c'est à présenter leurs solutions comme étant aussi finalement une sorte de traduction de la science en action, et donc quelque part en faisant aussi consensus autour de ces solutions. Alors que pour moi, encore une fois, la question des solutions, elle ne fait pas du tout consensus, et elle ne doit pas faire consensus, tout simplement parce qu'au fond, il faut que ça soit un choix, c'est un choix politique. Donc c'est-à-dire que au final, il faut qu'on puisse échanger et débattre sur les solutions, sur comment finalement on traduit cette science du climat en action. Et dans les communicants, du coup, ils participent à cette sorte de naturalisation de l'enjeu, et c'est là où l'urgence, encore une fois, dont je parle un peu dans le bouquin, est un instrument pour eux. C'est une urgence, encore une fois, que je ne remets pas du tout en question, mais eux l'instrumentalisent, dans le sens où ils se servent de l'urgence pour marginaliser les voies alternatives, pour marginaliser ceux qui sont porteurs d'une vision et d'un projet de transition bas carbone qui n'est pas le leur. Et ça, pour moi, c'est profondément problématique. Même se faire prendre en photo à côté de Greta Thunberg, quoi. Du coup, c'est ce qui a donné aussi, effectivement, des moments où il y a une sorte de volonté aussi d'appropriation du mouvement climat, notamment le mouvement climat qui est né fin 2018, début 2019, en fait. C'est effectivement, c'est toutes ces... si vous regardez sur Internet, vous allez trouver plein de photos de tout un tas souvent des hommes d'un certain âge, blancs, riches, qui veulent se faire prendre en photo à côté d'elle, parce qu'au fond, ça participe aussi à une forme de légitimation de leur discours. Le fait d'inviter Greta Thunberg au Forum économique mondial, mais aussi le fait d'inviter, et on le voit en France, à l'université d'été du MEDEF, des voix qui sont parfois des voix assez critiques. Jean Jouzel. Jean Jouzel, par exemple. Mais ça, encore une fois, je pense que je ne suis pas du tout en train de questionner l'engagement en fait, de Jean Jouzel ou de Greta Thunberg en allant à ces espaces-là. D'autant plus qu'en plus, il n'y a aucune espèce de volonté de leur imposer finalement un discours, en fait. Hein. Quand on écoute Greta Thunberg à Davos, elle a un discours très, très, très critique et très, très militant, en fait. Mais ce qui compte finalement, c'est qu'elle soit là. C'est qu'en fait, sa présence finalement dans ces espaces, la présence de Jean Jouzel à l'université du MEDEF, ça participe à valider finalement
le MEDEF et aussi à valider, dans le cas de Greta Thunberg, le Forum économique mondial et donc les élites économiques et politiques qui participent, comme étant finalement au cœur en fait de la solution, comme étant finalement par là, enfin là où va émerger finalement les solutions face aux problèmes. Et ça, pour moi, c'est aussi, pour moi, c'est assez problématique. Alors, il y a une conclusion un peu culinaire à votre livre, là. Vous pouvez en parler? Solution culinaire, attendant, hein. Non, parce que c'est manger les riches, c'est ça voilà. Oui. Donc, oui. Faut-il manger les riches? Oui, alors effectivement, c'est la question que je pose. En fait, le choix du titre, il est juste lié à une tribune qui a eu dans... En fait, il y a eu un débat à un moment donné, justement, autour de Bernard Arnault et justement des jets privés, etc. Et puis, je pense qu'il y a eu tout un débat. Et il y a eu notamment une tribune de François Gémen dans l'IB où justement cette question est posée. Et du coup, voilà, ma conclusion, la conclusion du livre, elle est un peu en réaction, on va dire, à ce débat-là. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas de manger les riches, mais il s'agit effectivement déjà de les taxer. Il s'agit aussi, en tout cas, mais pas que les taxer, mais aussi de s'assurer finalement que ce ne soit pas eux qui aient la main mise finalement sur notre destin collectif, qui est en fait inévitablement celui d'une transition bas carbone, en fait. Donc, à partir de là, voilà, c'est en ce sens-là que je reprends un peu cette expression de manger les riches, c'est de dire, en fait, il faut en tout cas, les empêcher de nuire, en fait, et faire en sorte que finalement, ce soit nous, collectivement, citoyens, qui, démocratiquement, en fait, puissions choisir et décider, en fait, du type de transition que l'on veut. Et pour moi, je suis presque persuadé que ce choix de transition, ça sera un choix de transition qui, si on nous permet, si on peut justement choisir, ce sera un choix de transition qui place à la fois la question des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'autres questions et d'autres enjeux, comme la question de justice sociale, mais aussi d'autres formes d'injustice, qui les placent au cœur aussi de cette transition. Et je pense que c'est en faisant ça aussi qu'on arrivera du coup à mobiliser encore plus de monde aussi derrière cette question de la transition bas carbone. Alors, il y a une question là qui est assez bien adaptée. C'est bien, elle arrive au fur et à mesure du débat, c'est super. Est-ce que le crédit carbone individuel serait une solution? C'est-à-dire que chacun, enfin, si je comprends bien la question, c'est que chaque individu serait doté d'un crédit carbone. Et effectivement, là, dans ce cas-là, les ultra-riches, ce serait largement... C'est une solution, mais encore une fois, je pense que ça renvoie toujours déjà à focaliser notre attention uniquement sur ces questions de consommation, en partant du principe que la question du changement climatique, c'est un problème de consommateurs qui doivent changer leurs habitudes. Ça participe aussi finalement à quelque part, même si à mettre aussi les ultra-riches et nous sur presque un pied d'égalité en disant que tout le monde peut faire des efforts et que quelque part nous sommes tous consommateurs. Voilà, un ultra-riche dans son jet, mais nous aussi quand on achète un livre sur Amazon. Donc, pour moi, c'est ce qui me gêne, en fait, c'est que ça participe aussi à focaliser notre regard sur cette question de consommation, alors que la question de la transition bas carbone, c'est pas que ça. La question de la transition bas carbone, c'est aussi une question de là où est placé l'argent, y compris dans les paradis fiscaux, et c'est aussi une question de production, en fait, de modèle productif. De quel type de modèle productif et c'est-à-dire que tous dans cette salle, on n'est pas que des consommateurs, on est aussi des producteurs, par le biais de nos travails, de nos emplois respectifs, mais aussi, et d'ailleurs pas que nos emplois salariés, l'emploi domestique aussi, le travail que l'on fait au quotidien pour élever nos enfants, c'est une forme de travail. Et du coup, cette dimension-là de la transition, elle est aussi essentielle, c'est-à-dire repenser aussi nos manières de travailler. Et là, pour le coup, c'est pas à travers des systèmes de crédit individuels qu'on va s'attaquer à cette question-là. C'est à travers des réflexions beaucoup plus collectives sur le type de modèle économique que l'on a envie d'avoir à l'avenir. Et encore une fois, comment on va aussi répartir ce travail et comment aussi on va valoriser le travail
qui jusque-là n'a peut-être pas été valorisé. Et là, encore une fois, je pense à tout ce travail. J'ai un chercheur qui a sorti un très très bon livre qui s'appelle Exploiter le vivant, qui s'appelle Paul Guilibert, que je vous conseille très fortement. Il parle de travail reproductif, pour parler justement de ce travail domestique, mais il parle aussi du travail des animaux, du travail aussi des plantes. Toutes ces choses-là, en fait, qui participent aussi, il faut aussi les intégrer dans cette réflexion générale. Et en fait, ça rejoint tout à fait ce qu'il y a eu dans des débats cette semaine. On parlait hier du travail, de notre manière de l'approche de la Terre. Il y avait un enduiseur, il y avait... Voilà, oui, le non-humain, en fait. Le non-humain aussi, il faut l'intégrer justement dans ces réflexions. Et le non-humain travaille aussi, quelque part. Et donc... Voilà, donc je pense que pour moi, c'est beaucoup plus intéressant et à mon avis, ça fera, surtout quand on va parler de ces questions de transition, la question du travail, elle est centrale en fait, parce qu'elle est centrale de fait dans nos vies et elle le sera aussi à l'avenir en fait, y compris dans un monde bas carbone plus juste à laquelle on aspire tous. On ne peut pas distinguer l'économie de carbone et la vie quotidienne des gens. Enfin, le projet de société. Et j'ai justement une question, on va bientôt approcher de la fin, peut-être avec cette question. Comment sortir de l'économie de marché ? Alors, comment... C'est flatteur comme question, mais je ne suis certainement pas celui qui va y répondre ce soir. Je pense qu'il y a certainement d'autres personnes qui sont bien mieux, plus à même d'y répondre que moi, mais en tout cas, je pense que, voilà, déjà en organisant des événements comme celui-ci, je pense, c'est une réponse un peu facile, mais c'est quand même important de créer finalement ces espaces de dialogue. Et encore une fois, et je pense qu'on mine de rien, on commence à voir, en fait, et y compris dans l'espace politique, émerger en fait des projets politiques, parfois aussi justement à l'échelle très locale, qui sont des projets de rupture avec l'économie de marché, qui sont aussi des projets de transition, où finalement la question de la transition écologique, elle est centrale. Donc voilà, je pense que qu'on a, enfin, c'est certainement pas moi qui vais répondre à ces questions. Je pense qu'on certainement dans cette salle, il y a d'autres personnes, y compris, j'imagine, à l'échelle de grandes villes, qui seront en capacité aussi de vous donner des idées sur justement comment faire. Je crois que la semaine du climat, on voit au fur et à mesure du temps et des débats sortir une espèce de solution, je ne sais pas encore comment, mais il en sortira quelque chose de cette semaine qui sera autre chose que l'économie de marché et le pouvoir de l'argent, en fait, hein, tout simplement. On va redécouvrir les relations, la solidarité et tout ça. Eh bien, s'il y a encore... pardon. Oui, alors donc plusieurs choses à vous dire pour terminer cette soirée. D'une part, eh bien, on n'est pas dans une économie de marché, l'association qui organise cette semaine, ce qui s'appelle Rencontre Grand Villez, et donc nous ne sommes pas victimes de subventions non plus, d'ailleurs, mais nous sommes victimes des factures à payer. C'est un petit peu quand même l'inconvénient. Donc un chapeau va passer dans l'Assemblée. Donc si vous souhaitez participer aux frais en fait de l'association qui n'a pas de subvention, voilà, eh bien n'hésitez pas. Hein, eh bien je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Édouard. Un immense merci à la famille Allais.